Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Autorisation d'importer les véhicules de moins de 3 ans et garantie de la disponibilité et de la stabilité des produits alimentaires. Entre autres instructions et directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances 2023. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive ainsi que pour le niveau de ces relations. La première ministre française, Elisabeth Borne, a entamé cet après-midi une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation dans le cadre de la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. Les délais du 6e recensement général de la population et de l'habitat ont été prolongés jusqu'au 16 octobre prochain. Ce recensement revêt une importance nationale à travers la mise à disposition de données détaillées. Pour en savoir plus, nous recevrons sur ce plateau le directeur général de l'Office national des statistiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances 2023. Après présentation par le ministre des Finances du projet de loi et son débat, le président de la République a donné les instructions et directives suivantes. Concernant le dossier du pouvoir d'achat, le président de la République a mis en avant le rôle du gouvernement dans la garantie de la disponibilité et de la stabilité des produits alimentaires, notamment ceux subventionnés, tout en luttant contre la spéculation sous toutes ses formes, accorder un intérêt accru à l'amélioration de la situation sociale du citoyen en premier lieu. Concernant le dossier des véhicules, autoriser les citoyens à importer les véhicules de moins de 3 ans à leurs frais et pour leurs propres besoins et non à des fins commerciales. Autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d'une véritable industrie automobile en Algérie dans les plus brefs délais. Présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022. Concernant l'impôt sur la fortune, le président a instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre la modernisation et la numérisation de tous les secteurs pour que les indicateurs de fonctionnement et d'équipement soient précis et répondent aux exigences du développement national. Numérisation totale de tous les secteurs en 2023, en accordant un intérêt particulier à l'accélération de la digitalisation du secteur fiscal et des biens appartenant à des individus dans tous les domaines pour recenser la fortune, au lieu d'une politique fiscale ne ciblant que les petits fonctionnaires travailleurs. Enclencher une opération de recensement minutieuse des potentialités financières et matérielles sous toutes leurs formes sur le marché parallèle. Lancer un plan national pour l'enregistrement de toutes les transactions commerciales sur un réseau électronique d'information et de données auprès du secteur fiscal. Créer des zones franches à Tindouf, Timiaouine, Tinzaouatine et Talbrarbi, à même d'atteindre une flexibilité économique. Autoriser les exportateurs à exporter dans le cadre de l'échange libre les produits non consommables fabriqués localement, à l'instar du plastique et dérivés, en fonction de la liste fixée par le ministère du Commerce, et à exporter la surproduction industrielle nationale avec déclaration en douane. Et puis dans le secteur de l'habitat, affecter des assiettes foncières pour la construction de logements sociaux avec maintien de l'engagement de l'État à apporter son aide au logement rural. Lancer une consultation nationale pour trancher de manière définitive sur le projet de la nouvelle ville de Blourezoul. Et puis dans le secteur de l'éducation, exploiter de façon optimale et efficace les structures et établissements ainsi que tous les moyens disponibles actuellement de façon à préserver les capacités financières de l'État et en tirer davantage profit du secteur de l'éducation. Et puis enfin dans le secteur de l'intérieur et des collectivités locales, il a été instruit de procéder sans délai à une révision approfondie des codes communaux et de wilaya pour permettre une meilleure performance des prestations à la hauteur des attentes des citoyens tout en définissant les responsabilités avec précision. Il a été enfin instruit d'élaborer une étude approfondie en prévision de la révision globale du système de fiscalité locale.
Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction pour l'évolution positive et le niveau de ces relations. Les deux présidents ont également évoqué la réunion importante de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui se tient à Alger, ainsi que les développements de la situation dans la région. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu avec son homologue française Elisabeth Borne, arrivée cet après-midi à Alger à la tête d'une importante délégation dans le cadre de la tenue de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. Début des travaux du 5e comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et de la Première ministre française Elisabeth Borne. La Première ministre française Elisabeth Borne a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au sanctuaire du martyr à Alger. Elle a également observé une minute de silence. Une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Accompagnée du ministre de l'Agriculture Mohamed Abdelhafid Henni, Elisabeth Borne a pu apprécier la vue panoramique sur la baie d'Alger. La Première ministre française Elisabeth Borne a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et de membres du gouvernement. Journée nationale de la diplomatie célébrée au siège du ministère des Affaires étrangères. Le drapeau national a été hissé et la Fatiha lue à la mémoire des martyrs. Une cérémonie, vous le verrez, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, d'anciens diplomates et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a mis en exergue les importantes réalisations de la diplomatie algérienne, notamment sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et sa contribution dans la construction d'une Algérie nouvelle. La cérémonie était également l'occasion d'honorer la famille du défunt moudjahid et diplomate Mustafa Farouki et de lancer la nouvelle version du site web officiel du ministère. En marge de cette cérémonie, Ramtan Lamamra a animé une conférence avec la presse nationale étrangère. Il a fait état du parachèvement de tous les préparatifs pour la tenue du sommet arabe, soulignant le souci et le souhait du président de la République de faire de ce rendez-vous un sommet rassembleur et fédérateur. On écoute. La diplomatie classique doit être appuyée par la diplomatie parlementaire. C'est ce à quoi nous œuvrons sous la conduite du président de la République. Nous travaillons côte à côte afin de faire entendre la voix de l'Algérie dans les forats internationaux. Les constantes de la diplomatie algérienne sont claires et reposent sur la défense des droits des peuples opprimés et la recherche de solutions pacifiques à tous les conflits dans le monde. Le sommet arabe se tiendra dans un contexte international totalement différent des dernières années. Tout a été mis en place afin d'en garantir le succès. Il marquera de son empreinte l'histoire du travail arabe commun, notamment pour ce qui est du droit inaliénable du peuple palestinien à recouvrer sa terre. D'ailleurs, la rencontre unissant les différentes factions palestiniennes se tiendra très prochainement en Algérie. Les délégations palestiniennes commenceront donc prochainement à arriver. Tous les acteurs palestiniens ont accepté l'invitation adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Alors justement, parmi les principes qui ont toujours animé nos diplomates, il faut citer le soutien des causes justes et des peuples opprimés, ainsi que le droit à l'autodétermination. Une diplomatie forte qui s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions et la performance de ses actions. Badea Amarni. Née en pleine guerre de libération nationale, la diplomatie algérienne continue de jouer un rôle déterminant pour l'instauration d'un monde plus stable, plus sécurisé et en paix. La diplomatie a été pour l'Algérie un instrument important qui lui a permis de faire entendre sa voix sur le plan international. C'est d'ailleurs à Bandung, en Indonésie, en avril 1955, que le combat du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance a été porté pour la première fois à la connaissance de l'opinion publique internationale. Une étape cruciale qui finit par donner ses fruits avec l'organisation d'un référendum d'autodétermination en 1962, consacrant ainsi l'indépendance de l'Algérie. Les succès de la diplomatie algérienne se sont enchaînés après l'indépendance. L'Algérie, fidèle à ses principes, a été d'un grand soutien au mouvement d'indépendance dans le monde et œuvrer depuis toujours à régler les crises internationales et défendre le droit des peuples opprimés et plaide pour leur droit à l'autodétermination. L'histoire riche de la diplomatie algérienne en termes de médiation et de règlement pacifique de conflits force à citer l'accord de 1975 scellé entre l'Irak et l'Iran ayant permis de régler le différend territorial, la libération des otages américains en 1981 ainsi que l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger en 2015, sans oublier son engagement à aider les Libyens à résoudre la crise et son soutien indéfectible aux causes sahraouis et son engagement à trouver une solution à la question palestinienne. La diplomatie algérienne revient en force sur la scène internationale avec ses principes et ses positions immuables vis-à-vis des causes justes. Une diplomatie qui répond aux aspirations du peuple et qui défend ses intérêts conformément à une nouvelle politique qui s'inscrit en droite ligne des changements opérés dans le monde. Les positions constantes de la diplomatie algérienne vis-à-vis du dossier libyen, palestinien et sahraoui permettront sans nul doute à l'Algérie de peser de tout son poids pour réussir à unifier les rangs arabes lors du sommet d'Alger qui se tiendra les 1er et 2 novembre 2022. Vous le savez, l'Algérie se prépare à abriter le 31e sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Les Tunisiens espèrent, à l'instar des autres pays arabes, que les décisions qui seront prises à l'issue de ce sommet seront bénéfiques. Selon l'opinion publique à Tunis, le renforcement de l'action arabe commune est une priorité. Yemina Saïdi. J'ai confiance en l'Algérie et en le peuple algérien. J'espère que ce sommet permettra d'unifier les rangs arabes. Nous espérons que tous les peuples arabes constitueront un front unique. Nous espérons que tous les peuples arabes participant au sommet d'Alger contribueront à la réussite de cet événement important. L'unification des rangs arabes permettra au monde arabe de former une puissance économique et militaire. Les Tunisiens suivent de très près l'actualité régionale et internationale. Toutes les personnes que nous avons interrogées considèrent le sommet arabe d'Alger comme l'occasion idoine pour traiter les questions d'intérêt commun et unifier les rangs. Que Dieu bénisse l'Algérie. Ce sommet sera différent des autres et apportera des solutions. L'Algérie adopte une politique forte capable d'unifier les nations arabes. Le peuple tunisien espère beaucoup de cet événement majeur car on croit en nos capacités et nos ressources humaines et matérielles. Le contexte international particulier nécessite la collaboration et l'entraide de tous les pays arabes. Pour les Tunisiens, il est primordial de resserrer les rangs pour trouver une solution commune aux crises que connaissent certains pays arabes. Si tous les pays arabes adoptaient une vision commune, cela permettrait de développer notre économie et d'atteindre l'autosuffisance. Il ne faut pas oublier la cause palestinienne chère à nos cœurs. Réunir les dirigeants des pays arabes de tous les continents autour des questions communes permettra de débattre de dossiers importants comme la cause palestinienne. Nous attendons que les dossiers en suspens soient traités, notamment les dossiers économiques.
Pour les Tunisiens, le sommet d'Alger est une opportunité pour unifier les positions et rapprocher les vues dans le monde arabe, notamment avec les efforts incessants de l'Algérie dans ce sens. Il est également question de remettre le dossier palestinien sur la table des discussions afin d'arriver à un consensus sur cette question cruciale. Les délais du 6e recensement général de la population et de l'habitat ont été prolongés jusqu'au 16 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Numérisation et des Statistiques. Il s'agit d'un recensement qui mobilise pas moins de 53 000 agents. Il revêt une importance nationale qui se traduit principalement dans la mise en disposition de données détaillées. L'opération est la 6e du genre depuis l'indépendance de l'Algérie. Naïm Al-Walish. Si ce délai d'une semaine a été ajouté par l'Office national des statistiques, c'est pour permettre aux retardataires de fournir aux recenseurs des informations précieuses qui serviront à l'application sur le terrain des réformes engagées par l'État. Les recenseurs se sont présentés chez nous ainsi que chez nos voisins chez qui ils sont entrés. Nous leur avons donné plein d'infos qu'ils ont inscrits sur un gros registre. Les recenseurs qui sont passés chez nous ont relevé combien de travailleurs est-il dans la famille, ainsi que d'autres questions liées au logement. C'est ainsi que la population est appelée à systématiquement coopérer avec les services des statistiques pour récolter des informations très utiles à l'organisation des communes, des équipements collectifs et autres services d'intérêt public. Si les services des statistiques venaient chez moi, bien sûr que je vais les recevoir et leur donner des réponses à toutes leurs questions en toute transparence. Les services des statistiques ne sont pas encore passés chez nous, ils sont passés il y a une semaine chez nos voisins. Si nous visitez, c'est sûr que nous allons grandement leur ouvrir les portes pour leur fournir des informations dont ils ont besoin et les laisser faire leur travail. Le ministère de la Numérisation et des Statistiques compte beaucoup sur ce 6e recensement qui revêt une importance capitale, d'autant qu'il permet d'avoir des informations et sur la population et sur le parc des logements et donc agir en conséquence pour le bien public. Alors justement, pour avoir un peu plus de détails sur ce prolongement, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le directeur général de l'Office national des statistiques, Youssef Bazizi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Alors déjà, pour commencer, quel est le taux d'avancement de l'opération ? À la journée d'hier, au soir d'hier, en fin de journée, le taux avoisinait les 95% au niveau national. Donc bien évidemment, il y a des taux différenciés selon les wilayas, mais en moyenne, la moyenne globale, elle est de l'ordre de 80%. Elle était hier de l'ordre de 95%. D'accord. Alors pourquoi avoir prolongé cette opération de recensement jusqu'au 16 octobre prochain ? Le besoin d'avoir un peu plus de temps était là. Quelle a été là ou les raisons ? Justement, il y a deux raisons principales. Tout d'abord, le recensement, ça doit être une opération exhaustive. Il faudrait que l'ensemble de la population soit recensée et bien recensée. Donc, il y a un certain nombre de familles chez qui peut-être nos agents recenseurs ne sont pas encore passés. Théoriquement, ils doivent l'avoir fait aujourd'hui, mais comme on voudrait éviter tout risque qu'il y ait une famille quelconque ou bien des populations qui ne soient pas recensées, nous avons décidé de poursuivre la collecte d'informations jusqu'au 16 octobre. Ça, c'est la première raison. Il y a aussi des retours. Peut-être à certains moments, des agents recenseurs se sont rendus chez des ménages. Et peut-être que le logement était fermé en raison du fait que les occupants travaillaient pendant la journée. Et ils n'ont pas eu le temps d'observer ces populations-là. Donc il y a des retours qui seront faits. Et l'autre opération, c'est que cette fois-ci, le 6e recensement, il y a une nouveauté, c'est le fait d'avoir introduit des tablettes. Donc le recensement se fait avec les tablettes, devait se faire avec les tablettes, mais en raison, le début a été un peu laborieux, en raison de la nouveauté de l'outil dans la collecte d'informations, il y a eu un début un peu laborieux chez certains agents recenseurs. Donc du coup, avec la pression qui avait été exercée sur les rendements, un certain nombre d'agents recenseurs se sont détachés de la tablette et ils ont pris des questionnaires papier. Donc ils ont fait le recensement avec du papier. Donc nous leur donnons un peu ce temps-là pour pouvoir saisir l'ensemble des informations qu'ils ont collectées par le biais de questionnaires papier pour les saisir sur les tablettes fournies à cette occasion. Donc s'adapter.
Voilà. Alors en matière de paramètres socio-économiques, qu'est-ce que cette opération pourrait apporter comme données susceptibles d'aider à la prise de décision ? Avant de dire ça, je tiens à remercier vivement l'ensemble des familles algériennes pour leur collaboration. Ils nous ont facilité vraiment la tâche, et surtout aux agents recenseurs. Nous remercions également l'ensemble des agents recenseurs, des contrôleurs, des délégués communaux, des ingénieurs de wilaya, des autorités locales qui sont mobilisés à plein temps pour la réalisation de ce recensement-là. Maintenant, s'agissant des indicateurs, dans le recensement, il y a deux grands volets. Un volet habitat, donc avec les caractéristiques des construction, type d'habitat, immeuble, construction individuelle, habitat précaire s'il en reste encore. Et donc il y a aussi un certain nombre de caractéristiques de ces logements-là, les différents taux de raccordement eau, gaz, électricité, eau usée, etc. Donc il y a une observation de ces taux-là, du fait que le logement soit raccordé ou pas. Donc on aura des indicateurs sur les taux de raccordement et on aura aussi les taux d'équipement des ménages en biens durables, bien le gros électroménager pas particulièrement. On aura donc des taux de possession pour ces biens-là. Et l'autre volet, c'est le volet population, donc ménage, population, avec un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques concernant l'ensemble des individus, du point de vue âge, sexe, niveau d'instruction, secteur d'activité, etc. Et nous avons introduit un petit volet qui comporte 5 questions sur l'handicap, le type d'handicap et l'ampleur de l'handicap. Nous avons même intégré une question sur la migration. Donc nous avons demandé au ménage, est-ce qu'il y a un membre du ménage qui a quitté le territoire pour aller à l'étranger durant les 5 dernières années. C'était une nouveauté ? C'était une nouveauté cette fois-ci. On voulait avoir un ensemble de données. Et l'ensemble de ces données-là pourrait donc fournir un grand nombre d'indicateurs qui permettraient au pouvoir public de tracer des politiques publiques, particulièrement des politiques de ciblage en direction de l'ensemble des populations. Et l'importance de ce recensement, il réside surtout dans le fait qu'il produit des indicateurs non seulement au niveau macroéconomique, mais aussi des indicateurs au niveau infraéconomique, au niveau wilaya, au niveau commune, au niveau quartier même s'il le fallait, au niveau village. Donc même les autorités locales auront à leur disposition des indicateurs pour essayer de connaître d'abord, connaîtront leur population, leur structure, etc., pour aider à mieux la servir. Tout à fait, et être dans l'anticipation. Tout à fait. Voilà, merci Monsieur Youssef Baziz. Donc vous êtes directeur général de l'Office national des statistiques. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, on espère que cette opération de recensement se passe dans les meilleures conditions. Merci à vous. Au volet international, plusieurs intervenants ont soutenu devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York que le Sahara occidental était un cas de décolonisation et d'occupation illégale par le Maroc en violation du droit international humanitaire, reprochant entre autres à l'occupant de refuser d'organiser un référendum d'autodétermination au motif qu'un plan d'autonomie lui conviendrait mieux. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Vanessa Ramos de l'Association américaine des juristes, qui a ainsi exhorté les acteurs internationaux, notamment le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l'homme, dont les obligations incluent la protection des peuples sous occupation, à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces violations et assurer le respect des droits du peuple sahraoui. La militante française des droits de l'homme Claude Mangin-Asfari de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique a plaidé devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de l'élargissement du mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental à la surveillance des droits humains pour l'ensemble des Sahraouis habitant la partie occupée par le Maroc. La militante a également insisté sur l'obligation pour le Maroc d'appliquer le droit international humanitaire, de visites techniques du Haut Conseil des droits de l'homme ainsi que des visites dans les prisons et de garantir l'application des décisions du comité contre la torture tant que tous les prisonniers politiques sahraouis en détention arbitraire au Maroc ne seront pas libérés. Le député français Jean-Paul Lecoq a justement fait une intervention devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Député français, je suis élu dans un État qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rôle devrait obliger mon gouvernement à agir pour le droit international. Pourtant, la France applique, elle aussi, le droit international en fonction de ses propres intérêts. Je suis le premier à le critiquer en exigeant de mon gouvernement qu'il règle, par exemple, le statut de Mayotte.
Cette exemplarité est nécessaire lorsqu'il s'agit d'imposer la justice à tous. J'exige aussi que mon gouvernement s'engage sincèrement pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, car chaque membre des Nations Unies est garant de ce droit où qu'il soit. À ce titre, le statut du Sahara occidental en tant qu'État colonisé par le Maroc ne souffre d'aucune ambiguïté. Comme je l'ai rappelé, lorsqu'il y a besoin de faire respecter le droit, pourtant l'ONU sait prendre des sanctions. Alors pourquoi ne fait-elle pas appliquer les décisions émises 3 fois par le comité contre la torture contre le Maroc? Pourquoi n'y a-t-il aucune sanction contre les responsables politiques et économiques de l'exploitation de ce territoire, alors que la Cour de justice de l'Union européenne et les Nations unies l'exigent? Pourquoi n'y a-t-il aucune sanction suite au rapport annuel du secrétaire général des Nations unies qui dénonce des violations des droits humains en territoire occupé? C'est cette absence de réaction qui entraîne le sentiment d'impunité du gouvernement marocain et l'émergence d'initiatives unilatérales, illégitimes et illégales des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne, visant à faire du plan d'autonomie du roi du Maroc la solution. La 4e commission à laquelle j'ai l'honneur de m'adresser en ce moment même a été créée pour que les peuples colonisés puissent s'exprimer en toute indépendance, loin de ce que les colons voulaient leur imposer. Pourquoi imposerait-on ici la solution prônée par le colon contre la volonté du colonisé? Excellence, je vous prie, dans l'urgence, de bien vouloir rappeler à toutes les nations du monde que le droit ne peut pas passer après les intérêts nationaux. Sans quoi, c'est tout l'édifice multilatéral qui s'effondre. Nul autre ordre ne pourra être légitime. Je vous remercie de votre écoute. À Genève, en Suisse, des manifestations de solidarité avec les détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines ont eu lieu. Des marches organisées par l'association Bnet Seguia devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les communautés sahraouies établies en Espagne, en France, en Belgique et autres pays européens ont participé à ces manifestations. Des drapeaux sahraouis ont été brandis et des slogans dénonçant l'occupation marocaine et ses graves violations des droits de l'homme, ainsi que le blocus et la répression policière au Sahara occidental ont été scandés. La représentante du Front Polisario à Genève, Oumeima Mahmoud Abdesalem, a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec tous les détenus politiques sahraouis, appelant toutes les organisations onusiennes et des droits de l'homme à intervenir en urgence pour les libérer sans aucune condition. Projection presse en avant-première au siège du Centre national de cinématographie et de l'audiovisuel, ici en Algérie, du film documentaire Wanibik, du réalisateur engagé Rabah Slimani, un travail de plus de 6 ans sur les souffrances du peuple sahraoui. Couverture Aymen Lebesh. Aujourd'hui, pour cette projection spécialement, pour moi elle est très importante, la projection pour les médias et la presse, pour la critique. C'est la première projection du film, donc oui, c'est un sentiment de fierté. نظرا للاحتلال المغربي فقام بتقسيم الصحراء الغربية إلى قسمين. لماذا يسمى الجدار؟ رفع الأيدي فوضى. نعم، جدار الذل والعار. كم يبلغ طول هذا الجدار؟ 2720 كيلومتر. 2720 كيلومتر. Wanibik est un documentaire intense, une immersion dans le quotidien du peuple sahraoui, privé de ses terres, vivant dans le déchirement des liens familiaux, à cause de ce mur de la honte. Un mur érigé par le Maroc sur plus de 2700 km, où des mines antipersonnelles ont été plantées pour empêcher les Sahraouis de retrouver leur famille, leur terre. Le travail de Rabah Slimani a duré plus de 6 années pour nous raconter l'histoire du peuple sahraoui, un peuple qui vit à côté de ses terres. Le point de départ de ce projet, c'est justement l'engagement. L'engagement pour une condition humaine, pour une souffrance, pour un peuple qui lutte. Et le film Wanibik, c'est l'histoire de jeunes étudiants de l'école de cinéma sahraoui qui réalisent leur film de fin d'études
Donc voilà, c'est un film sur un film. Ouanibik, ce n'est pas un film sur les Sahraouis, mais c'est un film avec les Sahraouis. Le film documentaire Ouanibik est aussi l'histoire de 4 jeunes voulant faire du cinéma et qui souhaitent à travers leur passion montrer au monde entier la tragédie que vit le peuple sahraoui. Un cri qui vient du Sahara occidental pour revendiquer liberté et indépendance. وكنت نقول الله اكبر الله اكبر. منين قضيت لوالدتي كان في الحقيقه صعب عنها، هي عارفه عني انا اشوفها بعين واحده، وكانت صعب الطريقه اللي قلت لها، قلت لها انها تصبر ونحن مصيرنا هو ما دام الاحتلال المغربي، ما دام الاحتلال المغربي محتل الوطن عن حالنا هذا هو، والله بدنا يمشوا عينينا وبدنا يمشوا ارواحنا وبدنا يمشوا اعضائنا كامله. La télévision nationale est notre coproducteur. Et c'est une fierté aussi pour moi d'avoir l'entreprise ou l'établissement public de télévision comme coproducteur dans un film cinématographique destiné à sortir en salle, destiné à participer au festival. Donc, comme un peu partout dans le monde, les chaînes de télévision sont impliquées dans le cinéma et l'Algérie a démontré qu'on est à jour et qu'on fait les choses comme il se doit. Ce film est produit par la télévision algérienne qui encourage le cinéma engagé. Un cinéma qui dénonce les exactions que subissent les peuples opprimés. Un cinéma qui plaide pour les causes justes. Sport, football, le Chebeb de Bilouizdeh s'est incliné sur le terrain du Djoliba de Bamako par 2-1 dans un match comptant pour le second tour de la Ligue des champions d'Afrique. Le but du Chebeb a été inscrit par Belkhir à la 10e minute de jeu et pour le compte de la Coupe de la CAF. L'USM Alger s'est imposé sur le terrain des Togolais de l'Askara par 2-10. Les Usmistes ont ouvert le score à la 20e minute après un but contre son camp d'un joueur togolais, Mahious Corsera. L'addition en deuxième période sur pénalty. C'est ainsi que se clôture notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.